À tous donc, à tous et à toutes. Merci beaucoup de participer à ce e-café Clé Formation qu'on fait avec notre partenaire Anaya en Espagne, le distributeur Anaya. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Émile Ruiz, qui est auteur, enseignant dans le primaire et également conseiller pédagogique chez Clé International. Bonjour Émile. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Jeanne, j'espère que vous allez bien. Un petit bonjour depuis Murcie, où aujourd'hui il fait chaud. Il fait chaud à Murcia. Très bien. Alors, on a aussi la chance d'avoir Philippe Liria et Eugénie Dehoucq qui nous aident sur le chat, qui vont répondre à vos questions pour animer un petit peu le chat. Philippe Liria est également conseiller pédagogique chez Clé International. Eugénie Dehoucq est la responsable du FLE à Anaya. Donc, on est un petit peu tous là pour vous aider. Moi, je suis Jeanne Renaudin, si vous ne me connaissez pas. Je suis, moi, à Salamanque. Et à Salamanque, c'est plutôt nuageux. C'est pas comme à Murcia, hein. On est encore, encore sous les nuages. Donc, voilà, on va commencer. Aujourd'hui, nous allons… je ne sais pas si vous avez déjà participé à notre précédent e-café pédagogique Les Formations, mais on vous avait expliqué nos trucs, nos conseils sur l'enseignement à distance de façon générale. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans le détail et ce e-café pédagogique est vraiment centré sur les enfants, sur le public enfant, sur la primaire, donc enfants préadolescents. Hein. Et on va se centrer aujourd'hui sur ce qu'on peut faire pour que nos apprenants restent actifs, même pendant la visioconférence, chose qui parfois peut sembler un petit peu difficile. Comme je vous le disais, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat, à partager vos expériences, nous dire si vous avez déjà fait des cours en visioconférence, si vous avez commencé, si vous allez commencer. Philippe, Eugénie sont là pour vous aider, pour vous répondre, de sorte à ce que aucune question ne reste sans réponse. Voilà. Alors, donc cette première partie, ce même à la maison, il va être divisé en deux parties. La première, pendant la visioconférence, et la seconde, que nous ferons dans quelques jours, dans un petit peu plus d'une semaine, une semaine et demie, sera centrée sur tout ce qui est enseignement asynchrone, en dehors de la visioconférence. Et aujourd'hui, on va déjà faire quelques rappels très rapides sur des questions logistiques qu'il faut absolument prendre en compte. Ensuite, vous avez, beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur le Google Form que nous avions envoyé. Donc, on essaie de répondre à toutes vos questions. Et enfin, ce que l'on a voulu faire pour vous accompagner au mieux, c'est des exemples, des adaptations de matériel pour vos sessions de classe en ligne pour commencer de façon plus sereine, que vous soyez accompagnés sur ces premières sessions de classe en ligne. Alors, je vais vous demander si c'est possible d'éteindre vos micros. Je peux éventuellement vérifier. Hop. Et voilà. Voilà. N'hésitez surtout pas à vérifier que vos micros sont éteints parce que sinon, il y a des fois des problèmes de connexion. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc, voilà. N'hésitez surtout pas à vérifier, mais là, je crois que c'est bon. Commençons donc. La première chose, comme je vous le disais, on a déjà fait un e-café pédagogique chez Clé Formation qui s'appelle « Confiner mais à vos côtés », dans lequel on vous donnait une série de conseils, de trucs sur l'enseignement à distance, en particulier la visioconférence. Donc, n'hésitez surtout pas à les consulter dans le lien suivant que Philippe ou Eugénie va vous partager, cléformation.org, et c'est la rubrique Covid-19 dans laquelle on est en train d'actualiser petit à petit toutes les ressources qu'on essaie de créer pendant ces moments difficiles. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, des rappels logistiques qui sont vraiment importants en ce moment. La première chose, privilégiez moins de temps en visioconférence, mais en divisant vos groupes. Alors ça, selon votre contexte, c'est possible ou c'est moins possible, mais normalement, vous êtes tuteur de quinto, sexto ou quelque chose comme ça. Et donc, vous avez quand même plusieurs classes de français de différents niveaux. C'est souvent ce qui arrive. Imaginons que vous avez 1h30 de français par semaine avec un groupe de 25 élèves.
N'hésitez surtout pas à diviser votre groupe en 2, voire même en 3 si vous le pouvez. Et bien entendu, vous n'allez pas donner l'heure 30 à un groupe, puis à un autre groupe, puis à un autre groupe. Il est préférable de donner une demi-heure à un tiers de groupe, une autre demi-heure à un autre tiers de groupe, de sorte à ce que votre visioconférence soit plus fluide, que vos apprenants soient plus actifs et que ça se passe un petit peu mieux au niveau de la visioconférence. C'est vraiment la première chose qu'on vous conseillerait si l'institution, si votre contexte le permet. D'autre part, il faut absolument vous assurer que les enfants savent utiliser le micro, la caméra et les fonctions basiques de la visioconférence. Ça, pour votre première visioconférence, ça peut être l'ensemble de la session dédiée à ça. C'est en plus une fonction communicative si vous le faites un petit peu en français, mais de toute façon, ce sera toujours utile pour les prochaines visioconférences. Il faut impérativement s'assurer de cela. Troisième conseil, nommez toujours les enfants par leur nom et faites-les nommer par leurs camarades par leur nom aussi. Pourquoi ? Parce qu'en classe, on a cette habitude de regarder et avec les gestes, très facilement, un enfant sait qu'on attend qu'il nous dise quelque chose. Or, avec la visioconférence, moi, là, je suis en train de parler face à une caméra, je ne vois personne. Je vois éventuellement des écrans. Hein. Je peux voir Émile, là, par exemple. Mais coucou Émile. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas savoir si je le regarde lui précisément. Donc, c'est très important. À partir du moment où j'ai dit Émile, il s'est senti concerné. Si je ne le fais pas, il ne peut pas savoir. Et ça va être la même chose avec les élèves, bien entendu. Enfin, encore plus que d'habitude, je sais que vous le faites normalement en classe, mais encore plus que d'habitude, donnez des consignes claires. N'ayez pas peur de passer par la langue maternelle pour clarifier et rassurer les enfants. Il ne faut surtout pas qu'ils soient angoissés à l'idée de la visioconférence, bien au contraire. Donc, n'hésitez pas, s'il le faut, à passer par la langue maternelle. On est encore dans des niveaux où on peut se le permettre. Alors, la visioconférence, ça a beaucoup d'inconvénients par rapport à la classe, disons, traditionnelle en présentiel. Cela dit, ça a aussi quelques avantages. On va être amené à utiliser les TIC. On en a toujours parlé des technologies d'information et de communication, mais c'est vrai que souvent, on ne les a pas mises en place. Bien, c'est le moyen, le moment idéal pour le faire. Alors, utiliser des jeux interactifs. Avec la visioconférence, vous allez travailler des partages d'écran, des choses qui se font au même moment simultanément sur un document en ligne. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir en profiter. Donc, il faut profiter de ces avantages que nous donne l'ordinateur. Et bien entendu, pour les sessions avec les petits, il va falloir réaliser des activités très courtes pour préserver un rythme dynamique, varier les types d'activités pour assurer une meilleure attention de la part des étudiants. Ça, c'est comme en classe, en fait, hein. Et tenter de favoriser les interactions entre apprenants, même pendant la session. Ça, c'est très compliqué dans la mesure où, en effet, pour des questions logistiques, souvent, on est amené à nous contrôler la chose. Donc, on va voir s'il y a des moyens de pouvoir favoriser ce type d'interaction. Et je vous rappelle qu'il serait bon d'éteindre les micros si c'est possible. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça, c'était pour les petits rappels, hein, les rappels qui nous paraissent les plus importants dans cette session de visioconférence. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est tenter de répondre aux questions que vous nous avez posées, parce qu'on pense que le mieux, c'est d'écouter vos besoins et de tenter d'y répondre. Donc, voilà, on va essayer de répondre à ces questions. Oui, alors on va commencer. Bonsoir Jeanne, bonsoir Émile et bonsoir tout le monde. Voilà, donc, puisque vous avez parlé du temps, depuis Tarrasa, donc près de Barcelone, où nous avons un temps couvert, moitié soleil et moitié nuage, hein, un entre Salamanque et Murcie un peu, on va dire. Voilà. Je vais vous dire dans le chat quel temps il fait à Madrid. Voilà. C'est parti d'Espagne. Tout à fait. Alors, une première question, c'est autour en fait de la pertinence de faire des sessions de visioconférence avec les plus jeunes élèves du primaire. C'est une des inquiétudes qu'ont les professeurs. Et donc, Jeanne, peux-tu répondre à cette question, s'il te plaît? Oui, alors je comprends que ce soit une inquiétude. En effet, nos enfants, on les voit en classe. Souvent, ils ne sont pas encore très autonomes. On craint un petit peu la visioconférence parce que du coup, on ne va pas les contrôler de la même façon au niveau du mouvement. Et on se demande comment c'est possible matériellement et si c'est pertinent. Alors, si c'est possible matériellement, parce que je veux dire possible matériellement, déjà, il faut qu'ils aient un ordinateur et il faut quand même qu'il y ait un adulte
dans les parages, pas nécessairement juste derrière lui pendant toute la visioconférence, mais un adulte dans les parages au cas où il y a un problème, hein, pour les plus jeunes. Donc, si c'est possible matériellement, la visioconférence peut être extrêmement positive si elle est courte, hein, parce qu'elle donne une impression de présence, une sorte de suivi. Ça n'a pas à être toutes les semaines. On peut faire ça toutes les 2 semaines si vous devez organiser vos matières. Mais en revanche, ça permet d'avoir un sentiment d'appartenance au groupe. Ça, du point de vue pédagogique, ce sera une sorte de suivi. Ce sera marqué le non-abandon du français, en fait. Même si on n'avance pas beaucoup, même si c'est des séances courtes, ça va quand même avoir des avantages pédagogiques. Et du point de vue psychosocial, de toute façon, c'est bien entendu pertinent également. Avec les élèves les plus jeunes, les 5-7 ans, il va falloir bien entendu favoriser des sessions extrêmement courtes. On parle de 25 minutes, 30 minutes grand maximum, et qui vont alterner des activités très variées, très dynamiques, pour éviter l'ennui, hein, de nos enfants. À partir de 7 ans, on peut envisager des sessions un peu plus longues, jusqu'à 40 minutes, grand maximum aussi, hein, pendant la session pour réaliser des tâches qui vont être aussi variées et qui vont demander aux enfants d'être actifs, ce qui nous permettra encore une fois d'éviter l'ennui de nos enfants. Et effectivement, Jeanne, tu as raison. Et si tu permets, je vais donner un peu l'exemple qu'on suit dans mon établissement, hein, puisque je suis en fonction, comme tous nos collègues qui sont actuellement sur la webinaire. Eh bien, nous, dans notre établissement, on a choisi, c'est des élèves des quinto et sexto, de leur faire des séances. Des spécialistes font des séances de 30 minutes. Par exemple, on fait des séances de 30 minutes avec 15 minutes. S'il y a 2 séances qui s'enchaînent, on prévoit toujours 10 à 15 minutes de repos pour les élèves. Et donc, on a dû également s'organiser parce que n'oubliez pas, et vous avez sûrement le cas, de certains élèves qui ne sont pas fils uniques, qui ont un grand frère, une grande sœur, qui ont besoin également de tout le matériel pour leur propre visioconférence avec leur enseignant. Donc, il y a toute une organisation également à mettre en place, ou elle tutor, ou avec les membres de la direction. Oui, effectivement, oui. Donc, alors justement, Emile va continuer à avoir la parole parce que puisque tu pratiques justement déjà des cours en visioconférence, est-ce qu'il y a un programme ou des programmes à utiliser de façon privilégiée? Il n'y a pas de programme qui fonctionne mieux que l'autre. Oui, il faut savoir que actuellement, on nous déconseille, information, actuellement, on nous déconseille. Nous avons perdu Emile. Ouais, il y a un problème de connexion avec Emile. Vous m'entendez? Allô? Bon, oui. C'est oui. bon. Je m'étais un peu éloigné. Donc, je disais qu'actuellement, évitez d'utiliser Zoom, justement. Il y a de gros problèmes avec Zoom et nous, on a eu des indications de ne pas l'utiliser. Il n'y a pas, sinon, il n'y a pas de programme qui est meilleur l'un que l'autre. Chacun a ses fonctions. Ici, par exemple, alors, on n'entend plus Emile. Je sais. Allô? Oui, ça va, Emile. Qu'est-ce que vous utilisez à Murcie? Alors, à Murcie, on utilise Google Meet. La consejería nous a mis en place Google Meet. Donc, c'est celui qu'on utilise puisque c'est gratuit. Bon, la plupart sont gratuits, mais c'est celui qui est utilisé par la consejería ici à Murcie. Sinon, bah, vous avez là toute une liste de webinaires à utiliser. Tous les programmes, quel programme n'a pas besoin d'un code pour accéder? La plupart des programmes sont en libre d'accès à partir du moment où on ne dépasse pas un certain nombre d'utilisateurs. Hein, je crois que Teams, on peut, de la version gratuite, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à 100 personnes. Oui, effectivement. Effectivement, il y a des limites, mais dans le cas de Teams, et au-delà de 100 personnes qu'il faut payer, il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Voilà. Alors avec Teams, justement, là on vous a donné un exemple, mais il n'y a pas de séance limitée au niveau de la durée, hein.
Le chat est disponible, vous le voyez. On peut partager l'écran, on peut partager un tableau. Il y a pas mal de fonctions. Moi, je vous inviterai dans la mesure où souvent, c'est quand même votre institution qui choisit le programme de visioconférence. Fouillez un petit peu les possibilités du programme qu'on vous impose souvent, parce que ce sera plus intéressant que si on vous donne un programme, celui que nous, on utilise, mais que finalement, vous n'utilisez pas vous, hein, d'accord? Donc, souvent, il permet d'utiliser des équipes, des sous-groupes, certains d'épingler des élèves, de fermer leur micro. Donc, essayez de fouiller un petit peu le programme qu'on vous conseille. Ce sera la meilleure chose à faire parce que, en effet, c'est souvent pas un choix personnel, mais plutôt un choix d'institution. Oui, il y a une question avant d'avancer. On me demande pourquoi pas Zoom. Pourquoi pas Zoom actuellement? Parce qu'il y a de gros problèmes de… Alors, je pense que Émile voulait dire des problèmes de sécurité, hein, de données. Hein. Il y a eu données, oui. Il y a eu des polémiques, oui. Oui, il y a quelques problèmes. Donc, voilà, pourquoi pas Zoom? Pas parce qu'il n'est pas bien ou il est bien. C'est parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Et une chose très importante, il faut que vous connaissiez bien le programme que vous allez utiliser. Essayez de vous mettre d'accord avec tous vos collègues sur le même type de programme à utiliser pour que les élèves puissent apprendre également à l'utiliser. D'accord. Merci pour ces précisions. Alors, on va abandonner un petit peu le sujet des programmes et passer plus peut-être même à déjà de la pratique et notamment concernant les consignes, explications. Comment on peut donner des explications écrites, nous demande-t-on, pendant un cours en visioconférence, Jeanne? Alors, pendant la visioconférence, en fait, déjà, normalement, pour créer notre cours en visioconférence, souvent, on prépare une sorte de présentation PowerPoint dans lesquelles on va avoir éventuellement quelques explications écrites selon le niveau et l'âge de nos élèves. Et donc, il y a des explications déjà qu'on peut prévoir à l'avance. Dans ce cas, mettez-les dans votre présentation PowerPoint. Dans le cas d'explications qui sont un peu plus improvisées, un peu plus spontanées, et ça arrive tout le temps hein, dans nos classes, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est d'utiliser le chat, comme ce que fait actuellement Philippe hein, ou Eugénie. Vous savez que vous pouvez poser des questions. Philippe et Eugénie sont là pour y répondre en direct. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour faire les explications écrites. Vous pouvez le mélanger avec le partage d'écran. C'est ce que vous voyez là hein, sur l'écran. C'est un mélange avec une diapositive d'une présentation PowerPoint dont on va vous parler et le chat. Vous pouvez également utiliser le tableau de votre programme de visioconférence. Régulièrement, dans vos programmes, il y a des tableaux. S'il n'existe pas, par exemple, dans Google Meet, vous pouvez en joindre un, en fait, à Google Meet. Hein, c'est une des possibilités. Et là, par exemple, c'était un partage d'écran sur Zoom. J'avais mis ma présentation dans le Zoom et je pouvais tout à fait, avec un stylo, là, je l'ai fait avec le stylo de mon iPad, mais vous pouvez tout à fait le faire, vous, avec votre ordinateur en tapant les mots. Et je peux entourer les choses que j'avais prévues d'entourer. Alors, oui, les enfants, aujourd'hui, quel jour on est? Sergio, dis-moi quel jour on est? Samedi. J'entoure samedi, j'écris samedi. Ou il écrit samedi, lui, etc. Donc, on peut tout à fait faire ce type de choses sur les programmes de visioconférence en direct et de façon collaborative avec les élèves. Soit j'écris moi, soit eux écrivent. C'est tout à fait faisable. D'accord, merci Jeanne. Alors, comment fonctionnent par exemple des programmes comme Kahoot? Alors, les programmes comme Kahoot sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de faire des jeux interactifs. Je suppose que nombre d'entre vous les connaissent au moins de nom, les ont peut-être utilisés. Kahoot en particulier, c'est un programme comme Quizzes, comme Quizlet, etc. C'est une application qui nous permet de créer des jeux très rapidement qui vont être interactifs et qui vont permettre que les élèves soient d'une certaine façon connectés entre eux, qu'il y ait des jeux de compétition, soit en équipe, soit individuel. Et normalement, ils aiment beaucoup, ça les motive énormément. Alors, pour créer un compte Kahoot, c'est très simple. En fait, c'est très intuitif. Il faut créer le compte en tant que professeur. Donc, en ce moment, en plus, toutes les fonctions sont ouvertes si vous êtes professeur.
Vous allez pouvoir créer un jeu et une fois que le jeu est créé, vous allez pouvoir le voir avant, vérifier que tout est bien, etc. Donc ça, je vous laisse regarder. Sachez que la présentation que vous voyez ici, normalement, vous l'avez reçue. On vous a envoyé un mail et je pense que soit Eugénie, soit Philippe, vous avez mis le lien au début du chat avec la présentation. Mais vous retrouverez, page 17, 18, toutes les étapes du document, toutes les étapes pour créer un compte Kahoot et faire des jeux Kahoot. Et c'est un petit peu la même chose avec les autres programmes. Ça fonctionne à peu près pareil. Donc, vous aurez, quand vous aurez créé le jeu, un code que vous allez partager avec vos élèves et après, on commence le jeu. C'est très, très simple. La première fois, ce sera laborieux et la deuxième, ce sera très clair pour tout le monde. Donc, ça, c'est vrai que c'est très intéressant à travailler. D'accord. Alors, Émile, à ton tour, explique-nous un petit peu comment on peut organiser les différents temps d'explication, d'activité, de questions. Émile est resté congelé sur son écran. Émile? On m'entend? Oui. On t'entend, mais ça s'est coupé. On avait une question qui te concernait par rapport à l'organisation des différents temps de classe, d'explication, d'activité et de questions, par exemple. Oui, alors tout d'abord, il est important de donner rendez-vous à ses élèves 10 minutes avant pour qu'ils se mettent en place et qu'on puisse commencer la séance à l'heure, d'accord? Donc, on va commencer, bien entendu, par les routines qu'on fait en classe. Donc, c'est un peu ce qu'on fait en classe, mais on transpose un peu maintenant en visioconférence. En classe, je commence comment? Je commence par saluer les élèves. On peut se saluer, des rituels, la date, la météo, par exemple. Et après, il faut rythmer. Dans les 30 minutes, ça doit être 30 minutes intenses dans lesquelles il faut que toute l'attention, garder l'attention et l'attention des élèves. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une série d'activités courtes et variées. D'accord? Et au début et à la fin de chaque activité, il faut s'assurer que les élèves suivent bien, on leur pose des questions s'ils ont compris, on explique s'il faut, et on rajoute donc des explications afin de bien évaluer que ce qu'on est en train de dire, ils l'ont compris et qu'ils sont en train de participer à la séance. Voilà, si tu me permets d'ajouter, Émile. Oui, bien sûr. Je vous donne un exemple avec des enfants, des petits, là, pour le coup, des 7-8 ans. C'est quand même plutôt petit. Imaginons une séance. Là, j'ai pris des matériels, des exercices, des activités du manuel Zigzag plus 1. Donc, c'est vraiment le premier niveau. On est sur du A1, grand débutant. La première chose, bonjour, rituel de classe, je mets la date, etc. Ensuite, je peux faire une petite activité avec une phase de découverte sonore. Ici, c'est un jeu à la ferme, donc on va entendre les bruits des animaux, ça va les faire rire, on va leur demander Valéria, toi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? J'entends une vache. Ah, mais ça fait comment la vache? Tu peux nous le faire? Etc. Un jeu vraiment où on se rend compte que la vache ou le coq, par exemple, le coq fait un bruit bizarre pour moi en Espagne, alors que tout le monde sait bien que le coq fait cocorico. Je ne sais pas pourquoi en Espagne, vous entendez des bruits différents. Bien, ce jeu-là avec les enfants, c'est toujours très plaisant. Donc, il y aurait une phase de découverte sonore qui est motivante pour eux. Ensuite, sur ces mêmes animaux, on va utiliser les flashcards qui sont disponibles en accès libre et gratuit sur l'espace digital de Zigzag. Donc là, j'ai pris les flashcards et je les ai mises dans un jeu qui s'appelle, enfin c'est un memory que vous connaissez tous, mais que j'ai créé à partir d'une application qui s'appelle Learning App. C'est très très simple à faire et j'ai juste mis les cartes et donc on les retourne, on fait un jeu de memory en direct avec nos élèves. Ça aussi, ça plaît et un par un, on dit voilà, David, tu fais ceci, Diego à toi, etc., tour à tour. Et là aussi, ça les motive. Ensuite, on peut tout à fait, dans notre demi-heure, faire un jeu de mime. Alors, vous avez là les photos avec les enfants qui font bé, bé, etc.
en ouvrant bien la bouche parce que c'est le « est » ouvert, donc on travaille la phonétique. Et aussi, on fait de l'éveil aux langues, de l'éveil au langage. Quand on parle, on se dit « Ah, c'est étrange ça, ça veut dire que le coq, il ne fait pas la même chose en France et en Espagne ?» Ou c'est parce que nous, on l'entend différemment, etc. Ça crée des réflexions très intéressantes, mais motivantes à la fois. Et on peut tout à fait terminer notre cours avec une chanson tant que on s'organise pour qu'il y ait des canons, qu'il y ait des répétitions, parce que naturellement, c'est difficile de contrôler un chœur avec la visioconférence. Donc, on peut faire des choses en répétition, en rythme sans mélodie ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Et ça, c'est un exemple d'organisation d'une demi-heure de visioconférence. Voilà. Bien, alors on va retourner vers Émile pour nous expliquer un petit peu comment il fait pour que les élèves niveau A1 puissent parler. Oui, vous m'entendez? Oui. On t'entend, on t'entend. Bien, parfaitement. Alors, moi, je me suis posé la question un peu comment je vais adapter ce que je fais en classe à la visioconférence. Eh bien, en classe, qu'est-ce que je fais quand je rentre? On va les faire parler sur les routines déjà pour commencer la classe. Donc, ça va, bonjour. Nous reperdons Émile. Émile? On était sur les routines. Ah, ça Oui. y est. Émile, nous t'avons perdu sur les routines. Ah, les routines, c'est le soleil de Murcie, là. C'est la plage et tout. Bien, alors, ensuite, ce qui est important pour les faire parler, c'est l'ambiance que vous allez créer, aussi bien l'ambiance que vous aviez créée dans votre salle de classe que l'ambiance que vous allez créer dans… Encore une fois, là, il y a un problème. Oui. Émile, Oui. est-ce que tu pourrais parler sans ta vidéo, s'il te plaît? Peut-être que c'est moins esthétique, mais on va peut-être gagner en qualité. Voilà, on va gagner peut-être en qualité, oui. Oui. On m'entend mieux? Oui. Bien. Oui. Donc, je disais qu'il faut favoriser des activités ludiques, des activités brise-glace, des jeux qui permettent aux participants de participer. C'est-à-dire, il faut créer une ambiance dans notre salle de visioconférence. D'accord? Bien, n'oubliez pas une chose très importante, c'est de demander, ça, mes élèves sont très disciplinés maintenant. Au début, ça leur a demandé un certain effort. Ils sont beaucoup plus disciplinés maintenant. C'est qu'ils éteignent, comme vous le faites, le micro au départ, parce que sinon, c'est une cacophonie horrible et on n'arrive pas à communiquer. Donc, pendant la visioconférence, vous n'hésitez pas à interpeller par leur prénom, comme le disait Jeanne, vos élèves, d'accord? Et ensuite, tout ce qui est, il faut bien comprendre qu'il faut profiter de la visioconférence pour travailler l'oral. Nous avons reperdu. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est que je continue. Émile, tu te reconnectes peut-être? Je sors et je me reconnecte. Voilà, d'accord. Attendant. Bien, donc en effet, toujours privilégier la pratique orale et éventuellement, en particulier pour nos préados peut-être, pour éviter de faire trop de linguistique dans la classe, on pourrait laisser les contenus linguistiques, grammaire, etc., dans une pédagogie de la classe inversée pour vraiment favoriser la pratique, l'individualisation dans notre activité orale pendant la visioconférence. Donc ça, c'est une idée que vous pouvez mettre en place si vous le souhaitez. Si vous avez des questions sur la visioconférence, la classe inversée, je vous invite à poser vos questions dans le chat parce qu'on a la chance de Philippe Léria qui est quand même un co-auteur du livre La classe inversée. Donc, on aura pour le coup beaucoup de chance. Bien. Oui, je suis de retour. Voilà. Parle-nous de ce que tu as fait, là, des exemples pour l'interaction à l'oral. Alors, deux exemples. Donc, une interaction orale en fin de séance. Un exemple tiré du livre où c'est la première photo du nouveau jus d'orange, dans lequel, à partir d'un modèle, les enfants vont présenter leur famille.
Ça, c'est quelque chose qui est le livre. Donc, le livre, je l'ai utilisé, je ne suis pas l'esclave du livre, mais le livre est mon esclave et donc j'ai utilisé cette activité que j'ai adaptée à la visioconférence. Et après, j'ai inventé une deuxième activité par rapport à celle qui existait dans le livre pour développer un peu plus la participation des élèves. Dans cette deuxième activité, avant de commencer le cours, la séance antérieure, j'avais demandé aux élèves de m'envoyer une photo avec leur famille cachée un peu comme dans l'image que vous voyez sur votre écran. Et après, je leur ai mis l'image et ils devaient, à partir du modèle, commenter l'image, puisqu'ici, on était sur en dessous, derrière, dessus. Donc, et en même temps, ils ont utilisé le vocabulaire qu'on avait appris antérieurement sur la famille. Donc, j'ai inventé l'activité. Donc, une activité qui vient du livre et des activités qu'on peut soi-même inventer. Il faut un peu d'imagination. Très bien, merci beaucoup, Émile. On va maintenant se retourner vers Jeanne. Jeanne, et comment on fait pour motiver ses élèves en visioconférence? Alors, naturellement, déjà, motiver les élèves, on se pose toujours la question, même en présentiel, hein, surtout avec les préados. Parce que les petits, j'ai l'impression, quand je travaille avec les petits, j'ai l'impression qu'ils sont très souvent très motivés et qu'il faut plutôt les canaliser et que c'est après, pour les préadolescents, qu'il faut plutôt les motiver. Bref. Déjà, la première chose à laquelle on doit penser, c'est que nos élèves sont des natifs digitaux. Hein. Alors, ils sont sans doute beaucoup plus attirés par les instruments comme l'ordinateur, la visioconférence, etc., que nous. Hein. Et je ne doute pas que certains d'entre vous aient des enfants. Alors, attendez, je vais juste essayer de couper le micro parce que j'entends beaucoup non, c'est moi qui me trompe, excusez-moi. Et donc, normalement, ils vont être motivés au moins pour les premières séances de visioconférence. Hein. Ils vont. Ensuite, vous pouvez varier un maximum les outils utilisés. En l'occurrence, pour varier les outils utilisés, je vous conseille quand même d'instaurer un rythme de cycle pour qu'ils s'habituent, hein, qu'ils sachent utiliser un outil, par exemple Kahoot. Et quand vous avez fait quelques séances avec Kahoot, vous passez à Quizzes. Quand vous avez fait quelques séances à Quizzes, vous faites des Coglettes ou des choses comme ça. Et quand vous avez un bel éventail comme ça, vous pouvez varier dans vos séances. Là, c'est très intéressant. Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un a son micro d'allumé, mais ce serait peut-être intéressant de les éteindre quand on ne parle pas. Comme ça évite les échos, parce que je ne sais pas toi, Philippe ou Émile. Alors, Philippe, tu as dû couper ton micro. Émile, peut-être coupe ton micro pendant que tu ne parles pas pour qu'on puisse… voilà. Ah, voilà, nickel, c'était ça, oui. C'était l'écho de ma voix. Excusez-moi. Hein. Les questions techniques, il faut toujours adapter selon les visioconférences. Bien. Donc, varier nos outils, essayer de mettre des choses variées, différentes pour toujours les motiver. Nommez toujours vos élèves, hein, par plusieurs fois par séance. Moi, j'ai toujours une petite liste en papier à côté de moi où je m'assure que tous les élèves… Oui. Est-ce qu'il y a des sons là? Ah, voilà. Et ça, je vais fermer votre micro. Voilà, je vais fermer votre micro pour qu'on puisse mieux s'entendre. Excusez-moi. Hein. Voilà. Bien. Donc, je nomme mes élèves et je m'assure en gros qu'avec la liste, à chaque fois, est-ce que celui-là a parlé depuis peu de temps ou pas? Parce que c'est vrai que c'est important de n'oublier personne et que très régulièrement, il y a des cycles avec les élèves aussi qu'ils soient amenés à participer très régulièrement. Enfin, dans la motivation, c'est toujours important de les surprendre. Hein, vous le savez, mais ça en classe aussi. Donc, à un moment donné, si un personnage arrive à l'écran, c'est pas grave du tout. Ça peut les surprendre sans aucun problème. Et ça, vous pouvez le faire même en visioconférence avec un singe ou éventuellement un cochon. Ça dépend des personnes. Mais vous pouvez tout à fait les surprendre avec beaucoup d'outils, même visuels. Hein, c'est tout à fait possible. Bien, là, je vous mets un exemple pour motiver les élèves. C'est normalement une chanson. Hein, c'est dans le… Ah, j'ai le soleil qui est sur… hop, voilà. C'est normalement une chanson, mais ça vient du manuel Zigzag. Hein, c'est dans Zigzag 1, l'unité 3, où il y a une chanson
Alors, la chanson, c'est compliqué en visioconférence, c'est ce que je vous expliquais avant. Il faut quand même s'organiser. Là, je propose de la faire parler, cette comptine, hein, au lieu de la chanter avec une mélodie, juste faire le rythme. Hein. Tourne, tourne la ratatouille, légumes et citrouille, mange, mange le gâteau, c'est toi qui es le plus beau. Bien, on pourrait tout à fait faire répéter nos élèves cette comptine, hein, rythmée, avec des gestes. Et on pourrait dire, c'est toi, Sergio, qui est le plus beau. Et puis, Sergio va devoir nommer à son tour un camarade. C'est toi, Alicia, qui est la plus belle. Et ainsi, de fil en aiguille, ils vont être motivés entre eux. Et avec un défi quand même, il faut toujours leur mettre un défi, c'est que le rythme, hein, va de plus en plus rapidement. Hein, donc, ils vont devoir faire les gestes et prononcer les phrases de plus en plus rapidement. Ça, c'est motivant et ça nous assure que tout le monde va prononcer, va participer à l'oral aussi. Hein, donc, ça peut être important. Voilà, je vais fermer mon micro. Bien, alors on va demander à Émile, en espérant que la communication fonctionne un petit peu mieux, à Émile, comment faire en fait pour que les élèves comprennent les nouveaux mots? Comment leur faire comprendre les nouveaux mots s'ils ne voient pas, par exemple c'est le cas actuellement, ils ne te voient pas ou ils ne te voient pas bien? Bien, alors pour les nouveaux mots, alors n'oublions pas qu'on a une chance, c'est que notre langue a des points communs avec le français, l'espagnol a des points communs avec le français, donc on a tout d'abord la technique du mot transparent. Ensuite, n'hésitez pas à utiliser des flashcards. Hein, pour introduire les mots. Elles sont très visuelles. Vous avez, je crois qu'elles sont ouvertes sur les différents sites et que vous pouvez y accéder. Et enfin, introduisez le lexique dans son contexte. Hein. Donc, voilà 3 solutions si le visuel ne fonctionne pas, hein, pour essayer de comprendre un peu les nouveaux mots. D'accord. Et comment faire alors pour ne pas expliquer uniquement la grammaire en classe? Jeanne, c'est pour toi. Mais avec le micro, Jeanne. Heureusement que tu es là, Philippe. Pardon, oui, je parlais toute seule. Oui, je disais que c'était un sujet qui nous touche tous parce qu'on a tous eu à un moment donné en classe, moi je me souviens d'une classe de sexto et d'avoir passé mon heure de français à expliquer un point de grammaire. Je me suis bien sûr mordue, j'étais très fâchée avec moi après parce que je me suis dit c'est quand même pas l'idéal, mais ça nous est tous arrivé, j'en suis sûre, je ne suis pas la seule. Et donc, il faut déjà penser qu'on n'est pas dans une situation normale. Hein, on n'est pas dans une situation normale. Donc, normalement, si on fait les choses bien, on ne fait pas trop de grammaire dans notre séance de classe. Hein. Mais alors, encore là, ça doit être encore moins présent. Hein. Il faut encore plus segmenter nos contenus. On n'est pas dans une situation normale, nous sommes dans une situation exceptionnelle. N'ayons pas peur de ne pas avancer au rythme normal, nos contenus linguistiques, grammaticaux en particulier. Allons plus lentement s'il le faut, ça nous permettra d'assurer une certaine égalité d'opportunités, de chance entre nos élèves, parce que c'est vrai que si on va vite, certains élèves seront très bien accompagnés à la maison, mais d'autres seront plus abandonnés et c'est un vrai problème. Bien. La deuxième chose, c'est que pour nos apprenants les plus jeunes, je parle là jusqu'à cuarto de primaria, la grammaire est souvent implicite. Hein. On ne fait pas trop de grammaire explicite avec les plus petits. Donc, intégrons-la dans nos sessions en réduisant la charge grammaticale. On peut faire une activité de sensibilisation par session, hein, maximum, en n'oubliant jamais dans notre activité de sensibilisation de faire du jeu, du ludique hein, dans cette activité. Et ça passera mieux. Il y aura de la participation orale, il y aura du tâtonnement, de la négociation. Ce ne sera pas seulement de la grammaire et ça passera beaucoup mieux. Pour les préadolescents, quand on est en quinto, sexto, là, on commence à travailler parfois la grammaire de façon plus explicite. Dans ce cas-là, je vous conseille en effet d'utiliser le concept dont je vous parlais tout à l'heure de la classe inversée. Concrètement, alors moi, je ne sais pas si je me suis présentée correctement, mais
je suis en coordination de la mention de FLE de la faculté d'éducation de l'université de Salamanque. Et à Salamanque, avec mes étudiants, très régulièrement, on prépare, c'est un exercice que je leur fais faire, des capsules vidéo très courtes de contenus lexicaux, grammaticaux, en classe inversée, pour les préadolescents, pour quinto, sexto. Mais attention, pour quinto, sexto, on ne peut pas leur faire des capsules comme on ferait aux adultes en expliquant très sérieusement que le passé composé, ça se compose comme ça, etc. Non. Alors, n'oublions pas que c'est des préadolescents et pourquoi, dans nos capsules, ne pas utiliser les canaux qu'ils aiment, les canaux qu'ils adorent parfois même. Ici, par exemple, donc vous avez 2 élèves à moi qui m'ont donné l'autorisation d'utiliser leurs images pour vous montrer des exemples. Hop. Maria, je vais couper votre micro, il faut m'excuser. C'est juste pour qu'il n'y ait pas d'écho. Hein. Excusez-moi. Voilà. Donc, ici, on a utilisé, la première, Laura a utilisé un filtre TikTok où il y a la classe, la salle de classe derrière elle et elle a une chanson et elle explique les différents matériaux qu'on a dans le cartable. Alba, mon autre élève Alba, explique avec des filtres Instagram que des animaux se posent sur sa tête, qu'elle est déguisée en vache, etc. D'un seul coup, si vous faites ça, si c'est possible, alors sachez qu'il en existe beaucoup sur YouTube, hein, des capsules déjà préparées. Si vous faites ça, c'est vrai que ça va donner une motivation supplémentaire à vos élèves et qu'en plus, ils auront envie de regarder ces contenus linguistiques, qu'ils soient lexicaux ou grammaticaux. Il y aura une vraie motivation pour regarder toutes les semaines qu'est-ce qu'elle a utilisé encore cette semaine pour nous expliquer quelque chose qui pourrait être un peu ennuyeux sinon. Philippe? Philippe, le micro. Philippe, le micro. Bien, bien. Une question que doit poser Philippe. Allô, Philippe? Oui, je suis là. Ah d'accord, c'est toi qui poses la question. Comment s'adapter à l'hétérogénéité de ces élèves pendant une session de visioconférence? C'est pour toi, Émile, justement. Oui, et je crois que c'est moi qui réponds. C'est bien ça. Oui, c'est pour toi, tout à fait. Oui, alors, voyons voir, c'est génial d'avoir un groupe hétérogène. On l'a en classe, donc on va l'avoir aussi lors de la visioconférence. Des groupes homogènes, d'individus homogènes, je ne connais pas. Ils sont tous hétérogènes. L'homogénéité, c'est à nous de la trouver après. Donc, ce qui est important ici, c'est de regrouper les apprenants en sous-groupes en tenant compte aussi de leurs besoins. On peut également faire que cette hétérogénéité soit une richesse. Les élèves qui ont plus de facilité vont pouvoir aider et ainsi monter vers le haut les élèves qui ont plus de difficultés également. Il faut aussi favoriser les interactions dans le groupe, hein, comme je disais, entre le tuteur et le pupille, mais entre les différents apprenants. Et enfin, n'oubliez pas que vous avez également, par exemple, dans le cas de jus d'orange, puisque je les ai montés également avec mes camarades co-auteurs, des fiches de diversification avec 1 étoile, 2 étoiles selon les difficultés. Donc, on peut, hors ligne, aider les élèves en leur donnant du travail de diversification. Hein. Mais ça, c'est quelque chose que nous avons aussi bien en classe, c'est notre pain quotidien tous les jours. Alors, l'exemple. Voilà, on m'a mis l'exemple pour que je continue avec l'exemple. Voilà ici, par exemple, un exemple où j'ai travaillé l'hétérogénéité à partir de la BD. Donc, je fais des groupes où je choisis des élèves qui ont plus de difficultés, moins de difficultés, et on va créer un peu comme on faisait avant par radio, una radionovela, comme on faisait dans les temps d'il y a très longtemps. Hein, et là, on est en train de travailler l'hétérogénéité des différents élèves sur ce petit projet. Voilà, Philippe. D'accord, merci bien. Mais c'est encore à toi, Émile. Hein, c'est toujours à moi. C'est toujours à toi, parce que tu vas nous expliquer un petit peu donc
que faire si tous les élèves n'ont pas accès à un ordinateur ou une tablette, voire à Internet? Problème, non? Oui, centre qui n'ont pas le matériel nécessaire parce que ça nous est tombé dessus, ça a été une grande surprise et donc on fait comme on peut hein, avec ce qu'on a. Donc, dans un premier temps, dans notre cas, il est important d'avoir du centre des élèves qui ont Internet ou pas. Émile? Tu m'entends? Alors, nous avons de gros problèmes de connexion avec toi, Émile. Oui, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais el talgo no se ha ido. Donc, je disais que une fois qu'on a inverti la direction, et je vais donner un peu mon exemple, mon directeur a averti les services sociaux de la ville pour que l'élève que j'ai qui n'a pas de connexion à Internet soit pris en charge par les services sociaux et l'établissement, on lui a prêté le matériel, un ordinateur. Si ce n'est pas le cas, la grande majorité des familles ont des smartphones. Par exemple, aujourd'hui, mon élève s'est connecté avec le smartphone de sa maman. Donc, c'est vrai qu'il ne peut pas voir sur le smartphone le livre. Émile? Est-ce qu'on m'entend? Émile? Non. Oui, on m'entend maintenant? Ça va, vas-y. Voilà, je disais où j'en étais. Le smartphone, tu nous parlais du smartphone. Oui, le smartphone. Alors, donc, je disais que dans le smartphone, on peut l'utiliser aussi comme routeur. Hein, c'est un mini-ordinateur. Et je disais donc que l'élève aujourd'hui qui n'avait pas son matériel encore, sa connexion, s'est connecté avec nous avec son smartphone. Et ça permet de les intégrer et de ne pas les laisser de côté. Voilà. D'accord. D'accord. Merci, Émile. Alors, on va passer à Jeanne maintenant, en espérant qu'Émile arrive à récupérer un petit peu sa connexion. Jeanne, parlons évaluation. C'est toujours très délicat, évidemment, on le sait. Comment évaluer et comment éviter la triche? Alors, je préviens tout de suite, je n'ai pas de solution miracle. Alors, la première chose que je tiens à dire là-dessus, c'est que peu importe les conseils que je vais vous donner, j'espère qu'ils pourront servir, mais c'est vrai que de toute façon, on est quand même plutôt dans l'attente des directives que vont nous donner nos institutions. Nous, là, hier, par exemple, à l'université, on a commencé à avoir des ébauches de directives et selon vos communautés autonomes, vous allez avoir plus ou moins de directives et donc il va falloir les suivre et on va vous donner des éléments d'évaluation, du moins je l'espère. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il est possible que l'évaluation finale de type restitution de connaissances ne soit pas la plus pertinente dans notre contexte, dans la mesure où, en effet, si on leur demande d'écrire des mots de vocabulaire, ça n'a pas trop de sens parce qu'ils peuvent les vérifier. Et puis, peut-être que ce n'est pas la chose la plus formative du monde. En revanche, on peut tout à fait faire des portfolios de production écrite, des portfolios avec les activités réalisées soit en classe, soit en autonomie. Et ils auraient un beau dossier à la fin de la période et donc ce serait tout à fait évaluable tant par les enseignants que par l'équipe, que même par le contexte familial, voir qu'ils ont vraiment travaillé tout de même pendant cette période. On peut travailler l'expression orale soit lors des sessions en groupe, soit, si on le souhaite, faire une petite session individuelle pour chacun pour voir qu'ils utilisent quand même bien les contenus communicatifs qu'on leur a enseignés pendant cette période-là. Ça aussi, il n'y a pas besoin de ne pas tricher, vu que vous voyez votre élève juste en face, vous savez s'il vous parle vraiment ou pas. Pour la compréhension orale ou écrite, vous pouvez tout à fait passer par votre plateforme éducative. Certains d'entre vous ont une plateforme dans leurs institutions aussi. Et alors, vous pouvez leur faire une sorte de Google Form avec les questions à répondre, avec un choix multiple par exemple, et leur faire une compréhension orale ou une compréhension écrite qu'ils feraient simultanément. Donc ça, c'est une possibilité d'évaluation. Bien sûr,
on aura plus de réponses lorsque le gouvernement et les communautés autonomes, hein, las consejerías, auront donné un avis clair dessus. Pour le moment, ce n'est pas trop le cas. Hein. Alors, maintenant, au-delà des questions, ça c'était à peu près les principales questions que vous nous avez posées dans le Google Form qu'on vous avait demandé de remplir avant le e-café pédagogique, les formations. Mais maintenant, on voulait un petit peu aller plus loin et on se demandait un petit peu comment faire d'ailleurs pour vous aider, vous accompagner au mieux. Et ce qu'on a trouvé pour le moment, mais n'hésitez surtout pas à nous écrire pour nous donner des idées, hein, on est toujours preneur pour tenter de vous aider si on peut le faire. Ce qu'on a tenté de faire là, c'est d'adapter nos matériels à la session de classe en visioconférence. Donc, l'idée, c'est qu'entre délégués pédagogiques, certains auteurs de clés internationales, on a essayé de se mobiliser, de prendre nos matériels et de dire, mais qu'est-ce que je fais, moi, en visioconférence avec les enfants avec ça? Bien. Dans les prochains jours, dans le site Clés Formations, dans la rubrique Covid-19, vous aurez le lien sans doute sur le chat également, on va vous proposer une série d'adaptations de matériaux qui vont vous aider à commencer vos sessions visioconférence de façon un peu plus sereine. En l'occurrence, qu'est-ce que vous y trouverez? Je vais vous donner un exemple avec Zigzag Plus dont j'ai réalisé l'adaptation. Vous allez trouver une série de pages par session dans lesquelles vous allez avoir le matériel pour réaliser concrètement ici 5 sessions de 40 minutes de visioconférence avec Zigzag Plus 1. Ce sera l'unité 3. Alors, si vous êtes en Andalousie, il est possible que ce ne soit pas exactement le même numéro d'unité, mais c'est le même matériel parce que, en effet, vos clés internationales avaient voulu s'adapter à votre programme très concret et donc les unités ont un petit peu bougé, mais c'est le même principe. Hein. Vous y trouverez déjà une première fiche dans laquelle je mets les liens de tout ce que j'ai utilisé pour adapter l'unité. Parce que l'idée, c'est quand même que vous puissiez le faire de façon autonome et arranger les choses comme vous voulez. Ça, c'est juste une proposition. Vous pouvez tout à fait changer les choses et ajouter un petit peu ce que vous souhaitez dedans. Donc, vous allez trouver les accès bibliomanuels. Vous savez qu'en ce moment, Clés Internationales et Anaya se sont mobilisés pour ouvrir un grand nombre de bibliomanuels en accès libre pour que vous puissiez les utiliser facilement pendant cette période de confinement. Vous allez trouver les liens des exercices interactifs, des fiches d'activité, de toutes les flashcards dont on parlait tout à l'heure. Vous allez les trouver dans le lien qu'on vous laisse sur cette fiche-là. Vous allez aussi trouver des liens avec des activités toutes prêtes de Kahoot, que j'ai déjà préparées. Et ensuite, vous pourrez aussi trouver le lien de l'espèce de mémo qu'on vous avait créé pour confiner mes à vos côtés, dans lesquels il y a des conseils pour les parents et pour les enfants pour bien suivre la visioconférence. Bien. Vous allez aussi trouver pour chaque session les objectifs que vous pourriez travailler. Ça ne veut pas dire que vous allez tout travailler, bien entendu. Vous allez vous adapter, vous allez choisir les activités qui vous paraîtront les plus intéressantes pour votre contexte. N'ayez surtout pas peur de ne pas tout faire. On a préféré vous en proposer un petit peu plus pour que vous ayez le choix dans votre contexte, dans votre session. Et vous aurez des diapositives à projeter dans ce matériel qu'on a préparé pour vous. Ici, par exemple, il y a une fiche de « j'aime, je n'aime pas » pour pratiquer avec les élèves. Ah, et dans cette fiche, Sergio, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et qu'est-ce que tu penses que Alicia aime dans cette fiche pour les faire travailler sur ce qu'aiment leurs camarades, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Des fiches de phonétique où ils vont avoir, avec des compréhensions, ils vont devoir dire où est-ce qu'il y a le son O. Hélène Ventier, qui est la créatrice, l'auteur de Zigzag Plus, conseille de ne pas différencier O et O pour le moment. C'est pour ça que Pomme est dans la maison du O pour le moment. C'est pas une erreur, c'est que c'est voulu pour le moment, pour clarifier pour les élèves. Bien, vous allez aussi avoir des diapositives d'explications pour vous, pour les professeurs qui ne seront pas à projeter, mais on vous explique pas à pas ce qu'il faudrait faire pour telle ou telle activité. Vous aurez bien entendu les fiches Kahoot dont on vous a déjà parlé, où vous pourrez utiliser le Kahoot avec un lien et un code déjà conçu. Et vous allez avoir exactement le même type d'adaptation que Émile, qui est bien entendu co-auteur du nouveau jus d'orange. Émile vous a également préparé des séances de 30 minutes
de visioconférence pour vous prémâcher le travail un petit peu pour que vous puissiez commencer ces visioconférences de façon plus sereine et après que vous puissiez continuer avec déjà des techniques, des routines créées. Donc voilà pour ce e-café pédagogique Clé Formation qu'on a fait donc avec notre partenaire Anaya. Eugénie est sans doute avec nous. Hein, si vous savez que vous pouvez la contacter toujours quand vous avez des difficultés. Eugénie, n'hésite pas à mettre ton mail pour, au cas où si tu veux. Mais sachez que l'accompagnement continue, ce n'est pas la fin. Là, on a parlé de la visioconférence. Dans notre prochain e-café pédagogique, nous parlerons de tout ce qui est enseignement asynchrone, en dehors de la visioconférence. Qu'est-ce qu'on fait pour les devoirs? Est-ce qu'on peut faire des projets? Qu'est-ce que c'est la capsule de classe inversée, etc. Hein, on reviendra là-dessus tranquillement dans notre prochain e-café pédagogique. Voilà nos contacts. Si vous souhaitez nous poser des questions, nous donner quelques idées, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, vous avez le contact d'Eugénie Dehouk, qui est la responsable FLE Anaya, et nos contacts à nous, Philippe, Émile et moi, de chez Clé. Hein, donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si besoin est. Et puis, si c'est terminé, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, il y a quelques questions. Alors déjà, il y a une question, alors c'est par rapport au tout début, c'est Aline, d'ailleurs c'est le prénom du jour, je crois. Oui. Aline qui demande si tu pouvais en dire un petit peu plus sur Learning Apps que tu as cité. Ah, Learning Apps, c'est un site, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est un site que j'utilise de temps en temps parce qu'en fait, elle regroupe différentes applications pour créer des jeux en ligne interactifs. Et donc, si vous voulez créer des jeux et que ce soit gratuit, c'est une des possibilités pour créer des jeux. Il y en a d'autres, hein. Je citais Learning Apps parce que c'est celle que j'ai utilisée, mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres. On m'a parlé, j'ai des amis professeurs qui utilisent en ce moment Educandy, Edu, hein, comme Edu, hein, et Candy comme les bonbons, C-A-N-D-Y. Il y a beaucoup en ce moment de plateformes dans lesquelles vous pouvez créer des jeux en ligne. Il suffit de taper sur votre moteur de recherche « Jeux interactifs en ligne, création ». Vous enlevez tous ceux qui sont payants, il y en a certains, et il y en a plein qui sont gratuits et vous pourrez trouver des choses très intéressantes. Et Learning App, moi je l'aime bien, je l'utilise de temps en temps. Voilà. Tout à fait. Je vois que Émile aussi rajoute notamment donc un site de, je ne sais pas trop, j'arrive pas à bien lire, mais c'est un site, on m'entend Philippe? Oui, on t'entend. C'est un site où vous avez d'un côté des activités online déjà préparées et si vous allez au Home, vous pouvez vous-même télécharger certaines applications pour préparer vos propres activités également. Oui, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est une autre source. Voilà. Donc on a mis dans le chat, j'ai mis les adresses de Learning Apps et Educandy, et Émile donc a mis également donc une adresse en plus. Donc évidemment, et il y en a d'autres. Je pense que ce que l'on peut dire de toute façon, ce qui est important, c'est un peu comme pour les plateformes, il est important d'explorer énormément et de prendre un petit peu ce que l'on peut trouver à droite à gauche finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis d'être créatif aussi. Là, il faut encore. Je sais que normalement, vous êtes tous très créatifs. On est quand même prof de primaire. Ça veut dire qu'on a une créativité qui est normalement à toute épreuve. Mais encore plus, là, essayer de trouver des moyens de les surprendre, de faire des choses rigolotes. Je sais que c'est très chronophage et c'est pour ça précisément qu'on vous propose du matériel. Ce matin, je parlais avec Hélène Ventier, qui est la créatrice de Zigzag Plus, et elle me disait que c'était précisément pour ça qu'elle avait créé le manuel, pour qu'en gros, vu qu'on sait que c'est très chronophage notre activité, on sait qu'on est toujours à créer des choses, à essayer de trouver des trucs qui vont les amuser, le fait de suivre Zigzag Plus, Clémentine ou le nouveau jus d'orange, ça nous assure d'avoir une programmation hyper claire, cohérente et qui va avoir une progression intéressante et d'avoir un répertoire immense d'activités, en fait, qu'on n'aura pas à penser nous. Parce que c'est vrai que, enfin, moi, je sais quel est votre contexte actuellement. Je sais que vous faites des journées interminables. En plus, si vous avez des enfants, vous devez gérer l'école à la maison de vos enfants. Enfin, il faut être réaliste. C'est pour ça que, oui, soyons créatifs, mais aussi appuyez-vous sur le matériel que vous trouvez, quoi. Ça, c'est sûr. Alors,
il y a deux autres questions. Il y a une question de Conso et une question de Cynthia. Conso qui nous demande comment faire en fait quand les parents refusent parfois d'avoir recours justement à ces ressources qui sont disponibles, freinent un petit peu leur utilisation pour les enfants. La pregunta del millón, Conso. Alors, naturellement, c'est une question qu'on se pose tous. Malheureusement, alors je n'ai pas du tout de réponse miracle. On a tous eu affaire à des parents qui n'étaient pas très collaboratifs ou des parents qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas les ressources. Alors là, pour le coup, ce n'est pas du tout de leur faute, mais c'est vrai qu'on a aussi des parents directement contre certains types d'enseignement. C'est très compliqué. J'ai sincèrement pas de réponse miracle. Émile, peut-être en as-tu. Moi, c'est toujours très compliqué. C'est à régler toujours au cas par cas parce que c'est pas toujours le même problème en fait. Donc, oui, mais dans ce cas-là, c'est un peu la responsabilité éducative des parents. Vous avertissez votre chef d'établissement de la problématique et qu'après, la direction gère le problème. Donc, comme disait Jeanne, bon, chaque cas est particulier, mais là, c'est la responsabilité des parents. Et là, la loi ne nous permet pas de faire plus puisque les parents ont cette liberté de choix. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose d'important, si vous permettez, c'est dès le départ, essayer d'impliquer les parents quand même, bien leur partager l'information, etc., qu'ils comprennent avant même que les cours commencent, le type de ressources utilisées, pourquoi c'est comme ça. Je crois que c'est très important de pouvoir partager, sinon ça va renforcer la méfiance chez ceux qui l'ont. Ouais, en effet, Philippe, tu as tout à fait raison et c'est vrai que je pense que c'est la base en fait. Si la communication est complète, si les parents comprennent pourquoi on utilise telle ou telle ressource, pourquoi on fait cette visioconférence, etc., il y a une vraie possibilité s'il y a une possibilité de dialogue, normalement, les choses ont tendance à s'arranger. Bon, il y a toujours des cas exceptionnels, bien entendu, mais normalement, quand même, avec le dialogue, on arrange beaucoup de choses. Hein. Alors, il y a finalement une dernière question qui vient du chat. C'est Cynthia qui demandait si quand c'est une question technique, hein, si quand on partage l'écran, les audios que l'on partage le sont également. Alors, sur Teams, pas nécessairement. Mais par contre, normalement, vous pouvez gérer dans configuration audio d'où sort le son, si ça sort directement de votre ordinateur, s'il y a un lien directement, si vous ouvrez le programme qui passe directement au programme de visioconférence. Pour le coup, c'est très technique. Ça va dépendre de votre programme de visioconférence également. Donc, je vous conseille de fouiller. Sachez que dans les moteurs de recherche, quand on est perdu, et on l'a tous été, hein, moi Teams, c'est relativement récent, hein, j'utilisais Skype avant ou d'autres programmes, mais sachez que si vous avez déjà votre programme, si on vous a déjà dit le programme, fouillez dans votre moteur de recherche et mettez tutoriel, comment faire écouter un audio à mes élèves ou des choses comme ça. Je suis sûre que les gens se sont déjà posé la question et ont déjà créé le tutoriel sur votre moteur de recherche. Donc, je pense qu'ils auront plus la réponse adéquate à votre programme. Parce que si je vous réponds par rapport à Teams, ce sera seulement valable pour Teams. Tout à fait. Tout à fait. Bien, ben, écoutez, merci Jeanne et Émile. Je crois qu'au niveau des questions, c'est tout. Merci évidemment à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure donc cet e-café pédagogique, les formations Anaya. Oui, simplement remercier tous les participants à cette séance de e-café et que j'espère que bientôt on pourra continuer à sortir et se voir peut-être dans un café pédagogique en chair et en os. À bientôt, merci. Oui. Émile, on a hâte de vous retrouver tous en personne. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci Eugénie, merci Philippe, merci Émile. Merci à tous et on se revoit très bientôt dans le prochain e-café si ça vous va. À très bientôt. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.